Chers amis, bonjour. Alors, j'essaye de stabiliser un peu cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet. Je vous remontre encore le programme de ce NIF 2024 qui, pour l'instant, ne va pas rester dans les annales. J'ai discuté avec un programmateur il y a quelques années qui me disait que certaines années, il y a du remplissage. Et cette année 2024, nous sommes clairement dans du remplissage, avec très peu de bons films et beaucoup de remplissage. Cependant, on pourrait considérer que la qualité est rare. Donc finalement, peut-être qu'il n'y a pas de remplissage et que c'est tout simplement la qualité qui, par définition, est rare, comme pour toute chose de qualité ou d'excellence, qui fait que qui donne ce ratio. Donc aujourd'hui, le 12 juillet, c'est vendredi, 12 juillet 2024. Je vous parle des films du jeudi 11 juillet, donc la veille. Et nous avions un film de la réalisatrice sud-africaine Jenna Kato Bass. Dans la catégorie Hit the Rich, une rétrospective de 2021 qui s'appelle Good Madam. Et ce film raconte l'histoire d'une mère célibataire sud-africaine, Tsidi, T-S-I-D-I, c'est son nom dans le film, et sa fille de 9 ans, Winnie. Donc Tsidi va avoir un conflit avec sa famille, et suite à une grosse dispute avec les membres de sa famille, elle va se réfugier chez sa maman, sa mère Mavis. Et cette dernière, elle est, disons, employée de maison. Si on retombe sur les employés de maison, comme nous avons une section Hit the Rich qui est censée critiquer la haute société, alors forcément on a beaucoup de films avec des employés de maison. Ce qui est le cas ici, même si ça se déroule en Afrique du Sud. Donc un film de 2021 qui parle de l'époque de l'apartheid. Et donc Tsidi va rejoindre sa mère Mavis qui vit dans une immense propriété et qui est servante, employée de maison dans cette immense baraque depuis des décennies. Et dans cette maison, la Good Madame est une blanche, mourante sur son lit, et il n'y a plus qu'elle. Le reste de sa famille se trouve en Australie. Et très vite, il y a un conflit de génération entre la mère Mavis et sa fille Tsidi concernant, disons, l'héritage sud-africain et son histoire. Et Tsidi reproche à sa mère une dévotion sans faille au détriment des relations avec sa propre famille, dont sa fille Tsidi. Et même si Madame, donc la dame blanche mourante, riche propriétaire, a adopté un enfant sud-africain, donc noir, ça ne change pas tellement l'impression de Tsidi qui va très vite sombrer un peu dans une sorte de ressentiment de plus en plus croissant. Alors le film a été sélectionné parce qu'il y a quelques aspects un peu fantastiques, mais vraiment très 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 à la marge. Par exemple un chien qui apparaît, diverses apparitions comme ça que seul Tsidi voit. Mais le film, sur la forme,
déroule un verbiage sans fin avec des dialogues interminables entre la mère et la fille. Et donc ça en fait un film sur la forme très ennuyeux. Mais Sidi s'interroge sur l'origine de la fortune de cette famille. Donc un film finalement qui tourne sur la survivance alimentaire, puisque effectivement en Afrique du Sud il y a une pauvreté extrême. Alors moi, ma position sur la colonisation et tous ces conflits coloniaux, quels qu'ils soient, moi j'ai une vision, disons, pragmatique. Dès qu'il y a quelque part, que ce soit dans le passé, même le plus lointain, ou actuellement, dès qu'il y a une prédominance technologique, eh bien, il y a des risques d'abus et de domination, avec 10 000 degrés là-dedans. Mais ça pourrait être n'importe quelle peuplade sur Terre, blanche, noire, toutes les couleurs. Dès qu'il y a une maîtrise technologique, il y a une population, la population qui maîtrise cette technologie, on l'a vu dans les conflits passés, eh bien, cette population-là, elle va asseoir une certaine domination, malheureusement dans l'histoire, souvent violente, souvent dans le sang, et rarement dans la paix et l'harmonie en disant on va vous amener de la technologie meilleure que la vôtre. Bon, ça déjà, ça fait crisper beaucoup de gens, mais bon, en même temps, il faut voir les choses de manière un peu réaliste et pas bisounours. Par exemple, prenez le film Apocalypto de Mel Gibson. Là, c'est moins clivant parce que c'est l'époque lointaine des Aztèques. Donc là, ça crispe moins les gens. C'est pour ça que j'utilise d'abord cet exemple. Vous avez la civilisation aztèque qui a son niveau de vie et son niveau technologique, qui est-ce qu'il est. Et puis surtout, vous avez les Espagnols qui débarquent avec la maîtrise des canons, des armes à feu, des premières armes à feu, maîtrise de la navigation. Alors, même sans parler qualitatif, on peut parler purement technologique. Donc les Espagnols débarquent, ils disent ouais, vous êtes bien gentils avec vos croyances, avec vos lance-pierres. Nous on est là et bon ben tout ça c'est à nous quoi. Voilà. Alors évidemment je schématise, je caricature exprès, mais sur le fond ça se résume à ça quoi. Les résistants ont été massacrés en 2 secondes. Donc la population qui ne maîtrise pas la dite technologie doit composer en se disant bon, soit on se fait massacrer, soit on compose, soit on résiste jusqu'au bout, quitte à se faire massacrer jusqu'au dernier. Donc il y a eu diverses options. En général, les populations qui ne maîtrisent pas les technologies en question ont essayé de composer. Donc voilà, vous avez des milliers d'exemples en notre bas monde. Mais voilà, si on enlève le pathos, si on enlève le bisounours, qui dit technologie supérieure dit mainmise dans la prédominance, c'est le minimum. Voire massacre, abus. Donc en Afrique du Sud, évidemment, le moins qu'on puisse dire c'est que si un partage des richesses est possible, ben, c'est mal fichu. Si je regarde en Suisse, je constate depuis que je suis né que, bon, on va dire que j'ai la grande, immense chance d'être dans un pays plutôt très équilibré, sur ce plan-là. Hein.
avec, disons, l'immense majorité de monsieur et madame tout le monde qui peut s'en sortir en faisant des études, en étudiant un minimum. Enfin, on n'a pas, disons, des kilomètres et des kilomètres de bidonvilles extrêmement pauvres, extrêmement violents, comme au Brésil, comme dans tout un tas d'endroits, dans certains pays d'Afrique. Donc, le problème de ce film, c'est que très vite on tombe dans la pleurniche et le ah c'est pas juste, ah mais d'où vient la fortune de la famille en question, c'est très louche. Alors oui, certainement, oui et non, parce que c'est à nuancer. Des gens amènent de la technologie, un savoir-faire, dans un pays où il n'y en a pas, et après, soit il y a un échange, un partage, ça c'est l'idéal. Soit il n'y en a pas, ou pas suffisamment. Après, c'est une question de sensibilité, que ce soit côté blanc, côté noir. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, chacun va ressentir les choses différemment. Le jeune homme noir qui est adopté dans cette famille riche va lui aussi avoir un autre point de vue très nuancé en disant, bah, il le voit très bien que ses pères, P-A-I-R-S, sont globalement très majoritairement dans une pauvreté extrême. Alors lui, il peut se dire, j'ai tiré le gros lot, cette famille m'a adopté, donc je bénéficie toute ma vie de l'opulence, de faire des grandes études, etc., de voyager, de vivre où je veux dans le monde, plutôt que de mourir lentement dans un de ces bidonvilles ou survivre le mieux possible. Donc voilà ma position sur cette question très délicate. Si les extraterrestres débarquent un jour avec une technologie des millions de fois supérieure à la nôtre, plus avancée, plus c'est écrasant, eh ben ils auront le choix. Ils pourront nous réduire en esclavage, nous détruire, ou bien s'ils sont nous torturer s'ils veulent, pour le plaisir, ou nous laisser tranquilles, ou nous aider. Mais pour ce qui concerne la Terre, eh ben voilà, aussi loin qu'on remonte dans le temps, même le Néandertal, le néolithique, ça raconte toujours la même chose. Après, il y a des formes, la forme, là vous pouvez, c'est les spécialistes, ils vont vous étudier ça. On peut gloser, mais sur le fond, c'est toujours la même chose. C'est tout d'un coup, les Néandertals ou les néolithiques maîtrisent mieux que leurs voisins, qui se trouvent soit très proches, soit à des kilomètres et des kilomètres. Donc ils vont au besoin massacrer les autres. Si les autres viennent réclamer des comptes, on va dire écoutez, vous êtes gentils, mais soit vous participez et on vous apprend, soit on vous massacre. Alors voilà. Donc voilà. Et prenez encore un autre exemple, Avatar de James Cameron. C'est pareil. Vous avez la belle peuplade écolo et gentille comme tout sur la planète Tartampion, puis vous avez les humains qui débarquent là-dedans avec leur technologie. Dans le film, ils ont une technologie avancée qui leur permet d'aller d'une planète à une autre. Pourquoi pas, j'espère un jour. Donc ils disent à ces gentils extraterrestres, ouais, vous êtes bien sympas, mais dans vos sols, il y a des minerais précieux, puis bon, on va les prendre, quoi. Vous voulez pas, on les prend, c'est tout. Voilà. Après, il y a évidemment des gens parmi les humains qui vont dire ah mais non, on peut pas faire ça tout de même, eux, ils sont là depuis toujours, il faut respecter leur culture, leur développement, et puis mais la majorité des humains vont dire oui mais c'est joli, mais non. On a besoin de ces minerais, ça nous intéresse, on les prend. Voilà, s'il faut, on massacre tout le monde, déplace les gens ou on les massacre. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Moi, je préférerais une planète bisounours où on partage avec tout le monde l'alimentaire, le travail, l'épanouissement. Il est clair que des kilomètres de bidonville dans ces pays très pauvres, ça ne me fait pas plaisir.
ni rien du tout, mais moi je fais un constat pragmatique. Voilà. Donc voilà, un film très ennuyeux malgré cette thématique. 2 sur 6, insuffisant. Ensuite, alors attention, âme sensible, accrochez-vous ou abstenez-vous. Parce que nous avions un film hongkongais ou chinois. Pour moi, Hong Kong, c'est la Chine. Du réalisateur Fruit Chan. Et il porte bien son nom parce que c'est un film, on va dire, alimentaire sur la cuisine. Attention, quelle cuisine? Un film qui s'appelle Dumplings, qu'on pourrait traduire par boulettes de pâte, donc au sens culinaire. Dans la catégorie Forever Young, puisque l'on traite de la vieillesse à nouveau, il y a une section Forever Young avec 3 films qui parlent de la vieillesse. Je vous ai narré l'histoire d'un film des années 60 l'autre jour qui est dans cette catégorie. Et là donc nous avons encore une rétrospective, cette fois de 2004, avec l'histoire de Ching Li. C'est une ancienne actrice, la quarantaine, qui a épousé un riche homme d'affaires, qui collectionne les aventures extra-conjugales, avec une aisance déconcertante, grâce à son opulence, avec des jeunes beautés de 20 ans. Bon, lui, il a au moins 50 passés. Et Madame Li, qui est donc l'épouse de cet homme-là, se sent seule, délaissée. Elle va rencontrer Mei, une demoiselle très jolie dans le film, qui propose des raviolis à base de fœtus avortés. Donc elle prétend, alors elle fait tout un discours sur le cannibalisme et sur ce genre de pratique, sur la médecine chinoise d'antan, pour convaincre Madame Li de sauter le pas, qui est au départ très réticente, surtout quand elle voit, disons, le cadavre du fœtus en question, à un moment donné. Alors là, elle fuit, puis après elle réfléchit, elle revient. Ça, c'est vers le milieu du film. Au début, la première fois qu'elle goûte, elle a beaucoup de mal parce qu'elle sait. Donc Mei lui dit le poteau rose dès le début, évidemment. Elle lui dit c'est pour ça que je fais ces raviolis très très chers. Bref, elle la baratine, hein, disons-le clairement. Et voilà, donc Mei baratine cette femme riche, esseulée, délaissée, qui espère reconquérir l'amour perdu de son mari qui reste très correct, qui reste très généreux avec elle. Mais il lui dit en gros, fais ta vie et moi je fais la mienne, on reste ensemble, mais je te donne tout l'argent que tu veux, mais voilà. Donc elle, ça ne lui convient pas, cette situation apparemment. Mais après dans le film, on verra que Mei, elle va séduire, elle va tenter de séduire l'époux en question, l'époux riche. Donc elle aimerait bien prendre sa place. Et elle aimerait bien être dans cette situation de femme libre, mais avec de l'argent, et entretenir l'illusion de l'amour, ou disons une certaine coopération bienveillante entre l'un et l'autre. Mais bon, alors voilà, donc naturellement, cette histoire de fœtus, c'est une arnaque, ça ne rajeunit rien du tout. C'est l'épouse esseulée qui y croit, mais voilà, elle se fait fourvoyer. Elle se fourvoie dans cette illusion de la fontaine de jouvence par ce biais bien scabreux. Alors on voit que Mei s'approprie les fœtus en question par l'entremise d'une dame qu'elle connaît dans un hôpital. Donc évidemment, magouille sordide pour obtenir entre guillemets sa matière première. Et d'ailleurs, ça fait penser à l'industrie des produits de beauté. Cette industrie génère des milliards. Mais si vous creusez le sujet, L'Oréal et compagnie, c'est des milliards. Là, c'est même plus, c'est des milliards et des milliards. C'est phénoménal. Il y a vraiment une demande extrêmement forte, côté féminin principalement, mais aussi un peu côté masculin,
produits de beauté, de réjuvénation. Il y a des espèces de néologismes tirés de l'anglais. Alors ils peuvent baratiner le marketing, mais moi j'ai croisé dans mon club de sport une charmante dame qui travaille là-dedans, dans les produits de beauté pour gens très riches. Et il y a des petits pots comme ça minuscules, vendus 1000 francs suisses, les moins chers. Ça peut aller jusqu'à 2000 francs suisses, 1800. J'ai regardé le site internet. Alors je vous dirai pas la marque parce que bon, enfin, vous pouvez trouver ça facilement. Vous allez dans des boutiques un peu des riches, et puis il y a des produits comme ça. Alors des petits pots de crème à 1000 francs. Et je lui dis, mais vous vendez du vent en fait, toi et ton équipe. Puis elle a souri. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Ah oui, mais il y a des équipes scientifiques derrière. Alors vous avez j'ai regardé le marketing, vous avez des mecs en blouse blanche. Moi je mets une blouse blanche et je prétends que je suis docteur. Hein. Qui va vérifier? Enfin, si quelqu'un fait bien son boulot, il va vérifier en disant ah non mais monsieur là, c'est un charlatan, il est autant docteur que moi je suis pape. Bon bref. Donc la crédulité dans cette industrie, on vend du vent. D'ailleurs la chinoise, l'actrice chinoise Mei, celle qui fait ses raviolis, elle le dit à un moment donné dans le film. Elle parle de toutes ces crèmes et toute cette industrie en disant c'est du vent. Et pour mettre en valeur son propre business, en disant mais moi, mes raviolis, ils font vraiment rajeunir. C'est du vent aussi, c'est baratin contre baratin. Bref, voilà. Donc voilà, ça va finir un peu en queue de poisson, mais quand ça sent un peu trop le roussi par rapport à ce business qui est même en Chine est illégal, hein, je le précise, hein, il est interdit de faire des raviolis avec des fœtus avortés, quoi qu'on en dise. Donc quand Mei sent que ça sent un peu trop le roussi, elle va tout simplement partir, fuir dans une autre ville et on peut deviner qu'elle va recommencer son business ailleurs, puisque ça lui rapporte énormément. Donc voilà, un film 3 sur 6, parce que c'est moyen. C'est rigolo, il y a des passages rigolos, des passages très grinçants. Il faut vous accrocher parce qu'on voit des fœtus dans un état, voilà, puis ils sont coupés, cuisinés. C'est assez dingue cette histoire. Ensuite, nous avions un film, encore une rétrospective, encore dans la section Eat the Rich, avec Toruf Bread, en français ça s'appelle Pur Sang, de Cory Finlay, un réalisateur américain. Donc là, on a de nouveau une immense baraque super friquée dans le Connecticut, avec Lily, une jeune fille très studieuse et très belle en plus. Donc nous avons l'actrice Anya Taylor-Joy qui est d'une beauté stupéfiante. Alors le réalisateur partage mon point de vue puisqu'il la filme en gros plan la grande majorité du film. On sent une fascination pour cette actrice. Alors pour ce qui est du purement physique, à juste titre j'allais dire, mais elle joue bien en plus. Et donc cette chère Lily, eh bien voilà, elle est dans cette immense baraque super friquée avec sa mère, son beau-père qu'elle déteste. Alors effectivement c'est plutôt un sale type sans empathie qui veut éloigner la demoiselle en question dans une pension. Et la mère, par soumission financière, on va dire ça clairement comme ça, elle ne s'y oppose pas, elle est gênée quand elle propose ça à sa fille. Lui, il est beaucoup plus expéditif, donc bon, bah, il dit t'as pas le choix de toute façon. Donc voilà, la petite fille gâtée, je t'envoie en pension, tu veux ou tu veux pas, t'as pas le choix de toute façon. Ou alors elle se barre, il lui dit tu pars et tu te démerdes, tu te débrouilles. Et donc Lily va revoir une amie d'enfance, Amanda, qui est interprétée par Olivia Cooke, belle actrice aussi, qu'on voit dans des tas de feuilletons, Bates Motel par exemple.
très charmante aussi. Alors elle se dit sans affect, sans émotion, elle simule, elle dit que quand elle a été, vu qu'elles sont amies d'enfance, quand le patriarche est décédé, elle est venue à l'enterrement, parce qu'elle était encore amie avec Lily, et puis elle a dit, moi j'ai simulé. Alors elle montre comment elle simule le fait de pleurer avec un espèce d'exercice physique comme font les acteurs. Et l'autre, la Lily, elle est stupéfaite quand elle lui montre ça, et c'est drôle parce que c'est typiquement un truc d'acteur que nous révèle le réalisateur Cory Finlay en disant, si vous voulez, moi j'ai des acteurs, des actrices qui pleurent sur commande. Donc ça interroge aussi sur la capacité de ce monde d'acteurs à jouer les multi-personnalités à l'infini, à simuler la peine par exemple, ou la joie, ou tout autre. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc les deux jeunes filles vont comploter pour se débarrasser du beau-père avec divers obstacles, elles vont y arriver. Et puis voilà, donc c'est Amanda qui va payer les pots cassés à la fin. Et voilà, alors on a un film comme ça qui est assez drôle, assez bien fichu. Et je dirais que dans ce film, on voit aussi que c'est dur d'être parent, mais qu'effectivement, il faut faire attention à certaines décisions. Par exemple, une anecdote, des parents avaient confisqué le téléphone d'une jeune fille, d'une adolescente, pour, selon leurs raisons, pour limiter diverses choses. Et la jeune fille, quand elle est devenue adulte, elle a coupé les ponts définitivement avec les parents en question. Donc il y a certaines décisions, il faut bien réfléchir. Chers parents, s'il y a des parents qui m'écoutent, bon, moi-même je suis père, c'est pas toujours évident. Mais essayez d'être pondéré, et surtout si vous prenez des décisions. Tant pis si je fais un peu le père la morale. Expliquez bien vos choix et pourquoi. Et s'il n'y a pas le choix, vous essayez de l'argumenter le mieux possible. Pour éviter qu'ensuite vos enfants vous reprochent toute votre vie les dites décisions où on la haine ou même changent de nom ou disparaissent à jamais et vous ne les revoyez plus jamais. C'est simple, si votre enfant vient vous voir avec plaisir, c'est que globalement ça peut aller, ou alors il le fait par devoir. Donc voilà, un film sympathique, un peu politiquement très incorrect parce qu'évidemment il y a d'autres solutions que d'assassiner le beau-père en question, même si c'est un sale type, ça c'est mon avis. Il vaut mieux le laisser en vie. La vie se chargera de lui causer des souffrances par rapport à ses actes. Ça c'est ma position. Donc voilà, 4 sur 6. Ensuite nous avions un film de bonne flip, bien flippant et bien très très bon dans le fait de provoquer la peur du spectateur, qui s'appelle Oddity avec 2 D, un film de Damian McCarthy, un réalisateur irlandais, qui nous raconte l'histoire d'un médecin psychiatre qui complote pour tuer sa femme. Il veut se débarrasser de sa femme. Et ce médecin psychiatre travaille de nuit dans un asile et il laisse sa femme dans une immense baraque où elle va se faire assassiner. Ensuite, on comprend que c'est lui qui a comploté avec un collègue. Il va faire assassiner ce collègue aussi par l'entremise d'un patient qui est fou allié et qui dévore les gens. Donc c'est un petit côté Hannibal, Silence des agneaux. Mais alors il y a des fantômes là-dedans. Puis alors il y a la sœur jumelle de l'épouse assassinée qui va semer le désordre dans cette bonne planification du médecin. Et on a tout au long du film des bonnes scènes bien flippantes. C'est très très bien fichu. Et il y a aussi une espèce de golem à un moment donné parce que la sœur de l'épouse assassinée est dans le spiritisme et dans les fantômes. Elle a une boutique d'objets soi-disant prétendument possédés.
Donc il y a une espèce de golem en bois comme ça qui est figé mais qui va évidemment bouger. Ça joue aussi sur la peur des objets inanimés en forme humaine qui prennent vie. Il y a eu des tas de précédents films dans ce registre, mais c'est très bien fait par ce réalisateur. Donc un film très réussi, bien flippant, avec des rebondissements. Et naturellement, le médecin à la fin va quand même payer pour ses crimes. Voilà, mais je vous laisserai découvrir la chose. Donc un beau 5 sur 6. Voilà. Alors il y a du vent aujourd'hui, donc je fais attention. Et pour finir, nous avions un film d'horreur, on va dire, basé sur les films du genre Vendredi 13. Ou voilà, ce genre de film. D'un réalisateur canadien qui s'appelle Chris Nash, et ça s'appelait In a Violent Nature. Donc ce qui est original dans ce film, c'est qu'on a le déroulé de l'histoire du point de vue du tueur, qui sort de terre au début du film, et on voit que c'est une espèce de mort-vivant. Alors on voit pas tout de suite son visage, mais plus tard dans le film, il met un masque de temps en temps, qu'il trouve dans un espèce de camp de vacances à la Crystal Lake, quoi. Donc il est là. Alors le caméraman, le réalisateur le suit presque tout au long du film, à part de rares séquences qui s'attardent sur les futures victimes, évidemment, des campeurs, des voyageurs dans une immense forêt. Le plus intéressant dans ce film, c'est la forêt qui est très belle et très bien mise en valeur. Alors au départ, on se dit c'est un parti pris audacieux, mais très vite ça devient quand même lassant parce que à la rigueur il fallait montrer ça pendant 15-20 minutes de film et ensuite changer d'optique. Alors le réalisateur essaye de faire ça, mais quand même ça reste quand même là-dessus, et malgré quelques scènes, le film en fait devient vain assez vite et quand même assez soporifique, malgré cette bonne volonté, parce qu'il y a justement, il n'y a pas vraiment, il sort de terre, on ne sait pas d'où, et c'est un peu comme ça. Dans les Vendredis 13, il y a quand même une légende. Il y a la mère de Jason qui a ses raisons. Ensuite, il y a Jason qui revient des morts et qui, pendant des tas et des tas de films, sème le chaos. Bon, moi j'aime beaucoup cette série de films, c'est très sympa. Il y a beaucoup de nostalgie aussi là-dedans. Donc voilà, en plus ça finit en queue de poisson avec la seule rescapée du massacre, pendant une scène interminable où elle erre sur une route, ensuite elle rencontre une autochtone du coin qui la ramène en voiture, puis il y a du verbiage pendant un temps interminable, et ça finit comme ça, en queue de poisson. Donc c'est très bancal tout ça, voilà, 2 sur 6, insuffisant. Voilà, merci et à demain.